Retrouvez la force de l'engagement. Avec Agipi, épargne, retraite, assurance emprunteur, prévoyance, santé. Sud Radio, la force de l'engagement, 15h, 15h30, Muriel Réus. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous pour la force de l'engagement, l'émission qui donne la parole à celles et ceux qui font bouger la société. Mon invité aujourd'hui est Bérengère Couillard. Bonjour. Ancienne ministre, engagée de longue date sur les questions d'égalité entre les femmes et les hommes, aujourd'hui présidente du Haut Conseil à l'égalité, qui vient de rendre public son rapport sur l'évolution du sexisme en France. Mais comme chaque dimanche, avant d'ouvrir notre conversation, je vous propose un engagement. Et aujourd'hui, engageons-nous contre la normalisation du sexisme et la menace masculiniste qui fragilise profondément notre pacte démocratique. Et s'engager contre la normalisation du sexisme suppose d'abord de le nommer correctement. Le rapport 2026 du Haut Conseil à l'égalité sur l'état du sexisme en France le montre. Le sexisme ne se manifeste pas sous une forme unique. Il repose sur deux piliers qui se renforcent mutuellement. Le premier est celui du sexisme paternaliste, qui se présente comme bienveillant, qui installe l'inégalité comme norme sociale. 75% des Français estiment que les femmes doivent être protégées par les hommes. 68% considèrent que seuls les hommes doivent assurer la responsabilité financière de la famille. Ce sexisme-là concerne plus de 12 millions de personnes en France. Le second pilier est le sexisme hostile. Lui, il touche près de 10 millions de personnes. Il est fondé sur des attitudes agressives envers les femmes. Il contraint, justifie la violence, assume la domination. Un seul exemple, 24% des hommes jugent normal qu'une femme accepte un rapport sexuel par devoir. Alors ces deux mécaniques se renforcent. Le sexisme paternaliste normalise la domination, le sexisme hostile la rend praticable. Et c'est bien dans ce continuum que s'inscrit la violence. Une femme sur 5 a été frappée ou giflée par un partenaire. Plus d'une femme sur 10 a subi des violences. Le rapport révèle aussi la désynchronisation des vécus. Un Français sur deux estime qu'il est désavantageux d'être une femme, et chez les jeunes femmes de 15 à 24 ans, 8 sur 10 partagent ce constat. Autrement dit, une génération entière entre dans la vie adulte avec la conviction que l'égalité proclamée ne protège pas de l'injustice vécue. Et si 57% des jeunes hommes reconnaissent cette injustice structurelle, parallèlement, 31% d'entre eux estiment qu'il est pénalisant d'être un homme. Alors là, nous sommes face à un décalage profond de lecture du réel. D'un côté, des jeunes femmes marquées par la contrainte, la vigilance, l'exposition aux violences et aux discriminations. De l'autre, des hommes qui vivent l'égalité comme une paire de statuts. Et c'est bien sur ces écarts que prospère le masculinisme, qui est une idéologie de la contre-égalité fondée sur la victimisation masculine, la remise en cause des droits des femmes et la légitimisation de la domination. 60% des hommes estiment que les féministes exagèrent et que le féminisme a inversé l'ordre des genres. Et plus on adhère à ces représentations, plus on excuse la violence, plus on la minimise, plus on la normalise. Nous sommes donc face à un enjeu politique. Le sexisme évolue, se durcit, se transforme en idéologie de réaction. Il présente l'égalité comme une perte, la justice comme une spoliation et les droits des femmes comme une menace. Face à cela, un peu d'espoir. Les Français ne sont pas indifférents. 81% veulent que la lutte contre le sexisme reste une priorité. 86% demandent un encadrement des propos en ligne. 80% soutiennent l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle. Mais une démocratie ne se juge pas à ses intentions, elle se juge à sa capacité de résister aux enjeux de sécurité publique. Le rapport du Haut Conseil d'égalité pose une question centrale. Jusqu'où acceptons-nous de composer avec des rapports de domination? S'engager contre le sexisme, c'est refuser cette tolérance et c'est reconnaître que l'égalité n'est jamais acquise. Sud Radio, la force de l'engagement, Muriel Réus. Aujourd'hui, dans la force de l'engagement, je donne la parole à Bérengère Couillard, qui a accepté mon invitation et que je remercie. Bérengère Couillard, vous êtes présidente du Haut Conseil d'égalité entre les femmes et les hommes. Alors, vous venez de rendre, avec la commission stéréotypes et rôles sociaux du HCE, rendre public le rapport 2026 sur l'état du sexisme en France et sur la menace masculiniste. Moi, j'ai envie de vous demander, qu'est-ce qui vous a frappé personnellement et politiquement dans ce rapport ? Bon, déjà, je souhaiterais signaler que du coup, on aurait pu inverser les rôles. Parce que du coup, vous auriez pu, Muriel, tout à fait répondre à cette interview, ayant activement participé à l'écriture de ce rapport, étant aujourd'hui membre du Haut Conseil d'égalité et également coprésidente de la commission stéréotypes. Donc c'est pas banal, parce que vous le connaissez parfaitement, vous
vous l'auriez lu de toute façon, parce que vous êtes toujours intéressé à nos travaux, mais c'est vrai que vous le connaissez parfaitement bien. Donc je vais essayer d'être la plus exhaustive, évidemment, sur les questions que vous allez me poser, mais je sais que vous allez revenir point par point sur les sujets, parce que vous les connaissez très bien. Donc déjà, forcément vous dire que personnellement, moi j'ai trouvé que ça montrait d'abord l'ampleur et la profondeur du phénomène. C'est quand même le sexisme aujourd'hui n'est plus marginal. En fait, c'est quelque chose qui est extrêmement répandu et qui est en train quelque part de s'organiser. On arrive donc à différents types de sexisme. Vous l'avez rappelé, le sexisme paternaliste, qui lui est perçu comme un sexisme bienveillant, plutôt protecteur, mais qui n'enlève rien en fait à la domination masculine, et même il faut justement ne pas l'accepter comme tel. Et il y a le sexisme hostile, qui lui est un sexisme ouvertement négatif, qui laisse penser que les femmes sont inférieures, qu'elles sont également incompétentes, et que surtout les avancées, c'est-à-dire que toutes les politiques d'égalité qui ont été mises en place, du coup, sont des menaces, représentent des menaces pour les hommes, et donc il y a une forme de victimisation des hommes, à penser justement que les femmes aujourd'hui sont un petit peu trop favorisées. Donc face à ça, ce qui est très perturbant, c'est de regarder et de voir que, en fait, beaucoup de femmes ont renoncé, notamment à des sorties, à des opportunités. 50% d'entre elles disent avoir renoncé donc à des sorties ou des opportunités. Et donc on voit bien qu'en fait le sexisme a aussi des impacts sur la vie quotidienne des femmes, et c'est pourquoi, du coup, politiquement, il nous faut agir. Il nous faut agir face au sexisme qui contraint les femmes, et il nous faut agir face au sexisme, particulièrement le sexisme hostile, qui est en train, du coup, d'amener des jeunes hommes particulièrement à devenir plutôt à adhérer aux thèses masculinistes. Alors, cette polarisation qui est très très forte, on le constate tout au long du rapport, surtout sur les jeunes générations, pourrait amener certains à nous dire que ce rapport ne s'appuie pas sur une méthodologie extrêmement rigoureuse. Et je pense qu'il est important de dire que ce rapport, il est construit avec un principe de précaution constant dans l'analyse et l'interprétation des données. 700 000 données ont été analysées avec l'aide du CNRS. Pourquoi D'abord, que pensez-vous de la façon dont on a construit ce rapport? Et puis aussi, que peut-on dire de cette tendance que certains ont à vouloir disqualifier les chiffres plutôt qu'à regarder la réalité en face? En fait, alors déjà oui, on a choisi et on a eu la chance surtout d'avoir au sein de nos membres du Haut Conseil à l'égalité, donc celui qui co-préside avec vous la commission stéréotype, Pascal Huguet, qui est directeur de recherche au CNRS. Et donc on a profité donc de son expérience et de son expertise pour du coup nous appuyer donc sur l'expertise du CNRS pour analyser les chiffres. Pourquoi ? Parce qu'en fait aujourd'hui on voit bien que le sexisme est de plus en plus contesté. À partir du moment où on le cite, il est contesté, et donc on nous renvoie en boomerang le fait que aujourd'hui il y a eu tellement d'acquis des femmes que c'est plutôt au détriment des hommes. Et donc ce que nous voulions, c'est ne pas pouvoir être attaqués sur les chiffres. Leur analyse, ça on le saura toujours, mais du coup pas sur les chiffres. Et donc c'était important d'avoir ce regard donc porté sur ces chiffres. Donc vous le disiez, 700 000 données analysées, également donc des analyses quantitatives et qualitatives, des regards croisés, et cette expertise CNRS qui nous permet vraiment d'avoir quelque chose de très solide. Il faut savoir que le Haut Conseil à l'égalité s'appuie sur un sondage qui est réalisé auprès de plus de 3000 Français. Donc ça c'est depuis plusieurs années, et on a tâcher donc d'avoir une forme de continuité dans les rapports que nous avons réalisés. C'était en 2024, le rapport était sur les racines du sexisme, c'est-à-dire du coup à la maison, à l'école et amplifié sur le numérique. Ensuite, l'année dernière, nous avons travaillé sur la polarisation entre les femmes et les hommes. Donc c'était la mesure, l'écart en fait entre les femmes et les hommes sur la perception du sexisme. Et c'est là qu'on a commencé, le Haut Conseil à l'égalité a commencé à parler des thèses masculinistes et de la montée du masculinisme. Nous étions les premiers à en parler. Et donc on a choisi donc de faire un focus particulier sur le masculinisme cette année. Et c'est pourquoi nous sommes engagés sur ces questions. Alors il faut savoir que les questions, elles sont donc évidemment très nombreuses. Elles sont identiques d'année en année pour un certain nombre d'entre elles pour qu'on puisse justement mesurer l'évolution. Mais on a choisi donc de rajouter certaines questions
pour justement mieux cibler l'adhésion au masculinisme. Alors, ce travail de la Commission montre, comme vous venez de le dire, que le sexisme n'est pas un résidu du passé, qu'il est extrêmement actif et toujours très présent dans la société. Il évolue, il se durcit, il se politise aussi. Ça, c'est extrêmement important de le dire. On va regarder après la pause qu'est-ce qui, dans les données et les analyses de la Commission, permet aujourd'hui de qualifier le masculinisme, non pas comme une dérive marginale comme certains pourraient le penser et l'imaginer, mais vraiment comme une idéologie structurée. Retrouvez la force de l'engagement. Avec Agipi, épargne, retraite, assurance emprunteur, prévoyance, santé. Sud Radio, la force de l'engagement, 15h, 15h30, Muriel Réus. Nous sommes de retour dans la force de l'engagement, l'émission qui donne la parole à celles et ceux qui font bouger la société. Aujourd'hui, je reçois Bérengère Couillard, présidente du Haut Conseil d'égalité entre les femmes et les hommes, qui vient de rendre public le rapport annuel sur l'état du sexisme en France. Alors, ce rapport met en évidence la montée du masculinisme, une idéologie qui se construit sur le terreau du sexisme hostile. Juste avant la pause, on se demandait ce qui permettait aujourd'hui d'affirmer que le masculinisme n'est pas une dérive marginale, mais bien une idéologie structurée. Quels sont, Bérengère Couillard, les éléments les plus déterminants mis en évidence dans le rapport ? Alors déjà, nous ne disons pas que toutes les personnes qui adhèrent au sexisme hostile sont des masculinistes. Mais par contre, nous affirmons très clairement au Haut Conseil de l'égalité que toutes les personnes qui sont aujourd'hui des masculinistes adhèrent au sexisme hostile. Je pense que ça, c'est important de le préciser. Oui, ça veut dire que potentiellement, ce sont 10 millions de personnes qui peuvent se radicaliser. C'est énorme. C'est énorme. C'est un chiffre très important pour la société française. Et ça représente tout de même donc 6,5 millions d'hommes et 3,5 millions de femmes. Oui, il y a des femmes aussi qui adhèrent. Exactement. Donc ça, c'est déjà quelque chose qu'il faut avoir en tête. Et en fait, le masculinisme il repose sur 3 piliers. C'est le mythe de l'égalité déjà atteinte. Donc comme quoi, et d'ailleurs c'est beaucoup les plus âgés qui vont penser que on a eu tellement d'acquis, tellement de politiques d'égalité mises en œuvre que tout est réglé. Et donc du coup, il suffit de vouloir et donc de le pouvoir. Ça, c'est quelque chose d'important. Il y a aussi la théorie de l'inversion, c'est-à-dire qu'en fait, ce seraient les hommes qui aujourd'hui seraient victimes du féminisme et des politiques d'égalité, et donc du coup, qu'ils seraient donc victimes du féminisme, et également le fait que du coup, ils seraient menacés par la crise de la masculinité. Et donc, sur ces 3 piliers, le masculinisme prospère. Et aujourd'hui, un certain nombre d'hommes se posent plus la question de pourquoi ils n'y arrivent pas sur un certain nombre de choses, mais accusent les femmes de ne pas y arriver. Et le féminisme en général pour dire qu'ils n'y arrivent pas. Et donc, ce qui est important quand même de rappeler, et particulièrement sur une émission comme la vôtre, c'est que du coup, on peut pas comparer le masculinisme et le féminisme. Je pense que c'est très important de le dire ici. C'est que, en fait, le masculinisme repose sur la domination des hommes et uniquement celle-ci, c'est-à-dire qu'elle ne veut pas l'égalité, alors que le féminisme demande simplement l'égalité, l'équité entre les femmes et les hommes. Et non pas comme on peut entendre parfois, où ils disent que certaines féministes les plus radicales vont demander à ce que les femmes soient supérieures. Les féministes, et nous en sommes toutes les deux, nous ne demandons pas à ce que les femmes soient supérieures aux hommes, nous demandons simplement qu'il y ait de l'égalité, de l'équité. Et donc je pense que c'est important de le rappeler. Et du respect. Bien sûr. Alors, en Grande-Bretagne et au Canada, le masculinisme est désormais qualifié d'atteinte à la sécurité nationale. Je pense que c'est important pour nos auditeurs de comprendre que certains pays pensent que vraiment il y a un enjeu de sécurité publique et de sécurité nationale. D'ailleurs, en France, pour la première fois, le parquet national antiterroriste a reconnu la dimension terroriste de certaines formes de radicalité masculine. Qu'est-ce que ça doit changer concrètement pour l'action de l'État, cette reconnaissance ? C'est un seuil important en effet, parce que ça permet donc à ce qu'il y ait une saisie des services de sécurité sur une question donc qui traite du sexisme hostile et donc du masculinisme, et donc de reconnaître en fait un acte comme celui-ci comme un acte terroriste. Donc je pense que ça c'est très fort, mais derrière il faut donner évidemment et donner les moyens. En matière de prévention, en matière de régulation des espaces numériques, en matière donc de formation aussi des personnels qui du coup travaillent sur la sécurité nationale. Enfin, c'est toute cette idéologie qu'il faut appréhender pour aussi pouvoir du coup agir. Vous l'avez dit, il y a eu notamment, c'était pas plus tard que l'année dernière, en juin 2025, donc un jeune homme qui a été arrêté, donc un jeune homme de 18 ans. Voilà, il a été arrêté près de Saint-Étienne parce qu'il prévoyait une attaque au couteau sur des femmes et il appartenait à cette mouvance incel.
faut savoir que le masculinisme n'est pas homogène, hein. C'est-à-dire que ce serait assez simple si c'était le cas, mais en fait c'est assez divers. Il va y en avoir qui sont plutôt des activistes, des activistes plutôt pour les droits des pères, qui vont donc reprocher dans l'acte du mariage et dans le divorce que du coup la justice est forcément favorable aux femmes. Il y a plutôt ceux qui vont regarder, on va dire, la relation amoureuse de façon assez cynique et de dire que les femmes seraient plutôt à les manipuler. Et puis il y a les incels qui sont eux des radicaux qui pensent qu'ils sont célibataires de façon donc involontaire, mais qui s'est causé par les femmes qui ne les aiment pas, ne les désirent pas. Et puis il y a aussi une autre tendance, celle des plus conservateurs, plutôt religieux, plutôt d'extrême droite, qui eux vont être nostalgiques d'un temps ancien, d'un ordre social qui est dépassé, et qui vont chercher à retrouver donc des rôles sociaux bien déterminés entre les femmes et les hommes. Et donc tout ça, c'est la mouvance masculiniste. Alors, d'ailleurs, cette question-là, cette façon dont le masculinisme est organisé pose aussi la question, évidemment, des plateformes et des réseaux sociaux, qui aujourd'hui ne se contentent plus de diffuser les discours, mais qui permettent à ces mouvements de s'organiser, de se professionnaliser et de se financer. D'ailleurs, cette question du financement est extrêmement importante. 1,18 milliard d'euros ont été investis en Europe entre 2019 et 2023 par des réseaux hostiles aux droits des femmes. Et ces réseaux permettent aussi de monétiser des sujets de développement personnel, du coaching masculiniste, des podcasts, des chaînes YouTube. Est-ce que collectivement, on a bien pris la mesure du rôle politique, économique et idéologique posé aujourd'hui par les plateformes? Alors le Haut Conseil à l'égalité, oui. Maintenant, on aimerait que plus largement, il y ait vraiment une prise en compte. Alors je crois qu'il y a une prise en compte quand même, en partie, plutôt de l'impact sur les jeunes, avec notamment la loi votée pour l'interdiction donc des réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Donc je pense qu'on est conscient que les réseaux sociaux aujourd'hui peuvent être néfastes pour nos plus jeunes. Mais pas que. Il n'y a pas que les très jeunes qui aujourd'hui s'intéressent et vont vers des idéologies masculinistes. C'est aussi plus largement des jeunes hommes, mais aussi des un peu plus âgés qui vont y adhérer. Donc il faut être très vigilant, c'est que ça ne réglera évidemment pas tout. Donc ce qu'il faut absolument, c'est sensibiliser évidemment dès le plus jeune âge sur les risques du numérique et donc des réseaux sociaux. Il faut aussi davantage réguler les plateformes, faire en sorte qu'on retrouve un contrôle sur nos algorithmes, donc davantage de transparence de l'algorithme. Oui, c'est important ça, la transparence des algorithmes. D'ailleurs, il y a une recommandation dans le rapport sur cette transparence. C'est ça, parce qu'en fait, aujourd'hui, on n'a plus le contrôle aujourd'hui. Un jeune homme, par exemple, en fait, vous êtes ciblé par les plateformes pour ce que vous êtes. C'est-à-dire que nous, on est d'un âge... on n'est pas le même profil que, du coup, un jeune homme de 18 ans. Il va être plus ciblé, il va recevoir davantage de vidéos masculinistes, et donc... il adhère pas forcément à ces thèses, mais il peut basculer, en tout cas davantage en regarder. Il en regarde une, après il en regarde plusieurs, et puis après il peut basculer. C'est le risque majeur. Bien sûr, c'est le risque majeur. Voilà, donc il y a évidemment, donc vous l'avez dit, c'est-à-dire que aujourd'hui on a un business de la haine et ça rapporte. Donc en fait, les plateformes n'ont aucun intérêt à réguler aujourd'hui. Il y a des chaînes YouTube, il y a des vidéos qui sont virales, il y a des podcasts, il y a du coup des formations, des formations personnelles qui permettent type coaching, qui sont en vente. Donc en fait, on a un vrai business. Et donc, en fait, il n'y a pas d'intérêt pour les plateformes à réduire ce business, à part de les contraindre. Et donc, nous demandons à ce qu'il y ait davantage de contraintes, notamment sur les algorithmes, qu'il y ait également un renforcement de la police du web et de la police des médias, c'est-à-dire du coup de Pharos et de l'Arcom, leur donner des moyens financiers et des moyens humains, parce qu'en fait, il faut pouvoir supprimer des contenus, pouvoir fermer des profils. Donc tout ça, c'est important de leur donner des moyens. Et derrière, c'est également les former au lexique. Parce qu'en fait, pour éviter la modération, quand il y en a encore sur les plateformes, les masculinistes, du coup, parlent avec un lexique particulier, avec un langage. Et si nos forces de l'ordre ne sont pas... ceux qui font la police du web et du média, s'ils ne sont pas formés en fait à ce lexique, en fait, ils passeront complètement à côté
d'un certain nombre de choses qui seront dites sur les réseaux, et peut-être même, du coup, la préparation d'un acte terroriste. Et dans les recommandations du Haut Conseil, qui sont nombreuses face à cette situation de sexisme et de masculinisme, il y a même l'idée de créer un centre d'observation qui pourrait être porté par le Haut Conseil à l'égalité sur les mouvances masculinistes. Il faut les documenter. Oui, en fait, nous pensons que nous sommes en capacité au Conseil à l'égalité, avec des moyens humains et financiers évidemment à la hauteur, d'avoir un observatoire national du masculinisme et de son évolution. Parce qu'il faut qu'on puisse mesurer, évidemment, en fait, aujourd'hui, on a été capable donc de le mesurer avec tous les chiffres qui sont ressortis de notre analyse, de notre enquête. Mais derrière, il faut qu'on puisse voir son évolution et justement pouvoir suivre toutes les politiques que nous recommandons, voir si elles sont mises en application. Alors, nous proposons d'être à la tête de cet observatoire parce que nous en avons toutes les compétences. Maintenant, derrière, c'est évidemment de convaincre les politiques de nous donner de la création de cet observatoire et de nous donner cette responsabilité. Mais il faudra mesurer le masculinisme et son évolution. C'est aujourd'hui, nous demandons à ce qu'il y ait une réelle prise en compte de la menace masculiniste. C'est aujourd'hui un vrai enjeu de sécurité nationale. Eh bien, nous arrivons au terme de cette conversation. Ce que montre ce rapport, au fond, c'est qu'il serait dangereux de se tromper de combat, de regarder uniquement les formes les plus spectaculaires, les plus radicales, les plus brillantes du sexisme, sans interroger ce qui les rend possibles. Le masculinisme n'est pas dans le vide. Il prospère sur le terreau ancien du sexisme paternaliste et du sexisme hostile, banalement et socialement accepté. C'est aussi pour cela que ce rapport est essentiel. Il ne parle pas seulement d'égalité entre les femmes et les hommes, il parle de démocratie, de sécurité et de cohésion sociale. Il nous rappelle que les idéologies de rupture se nourrissent toujours de renoncements ordinaires. Merci Bérengère Couillard d'avoir accepté mon invitation. Merci à vous toutes et à vous tous d'avoir été avec nous dans La Force de l'Engagement, l'émission qui donne la parole à celles et celles qui font bouger la société. La Force de l'Engagement, c'est chaque dimanche à 15h sur Sud Radio et en podcast sur sudradio.fr. Je vous souhaite un excellent dimanche et je vous dis à dimanche prochain. C'était La Force de l'Engagement. Avec Agipi, épargne, retraite, assurance emprunteur, prévoyance, santé.